nous allons parler d'économie de la santé. C'est aujourd'hui une introduction qui va vous permettre de comprendre les systèmes de santé et comment ils sont financés et comment les établissements de santé et les programmes sont gérés. L'objectif de notre cours est de comprendre d'abord les principes généraux en économie de santé, comment fonctionne le modèle économique dans le domaine de la santé, d'apprendre à calculer des coûts économiques en santé et comment analyser les coûts en santé. Comprendre également comment fonctionne le financement en santé et comment il est évalué. L'économie de santé recouvre des aspects multiples. D'abord des aspects comptables. On parle de finances, de budget, d'équilibre entre les recettes et les dépenses et comment équilibre mais aussi déséquilibre. On parle d'argent, de budget, comment arriver à faire des dépenses à moindre coût, comment faire des économies en santé. On parle de restrictions et de leurs impacts et on parle beaucoup des rapports qualité-prix ou de l'efficience et comment choisir, faire des prestations qui ont le maximum de qualité mais qui enregistrent le minimum de coûts. L'économie de santé, c'est aussi des aspects politiques. Les aspects politiques sont liés au choix de santé. Est-ce qu'on est dans un choix libéral, dans un choix plutôt social? Donc, c'est les politiques de santé. Ces politiques de santé sont régies par des lois qui les encadrent. Il y a aussi des réformes qui sont faites régulièrement qui permettent de réajuster les choix de santé et les programmes de santé. Les réformes et les choix de santé sont cristallisés dans des systèmes de santé et aussi qui doivent faciliter l'accès aux soins des populations, mais aussi les systèmes de santé comprennent un aspect extrêmement important, c'est la régulation des aspects économiques. L'économie de santé recouvre aussi les domaines de microéconomie, considérant que les hôpitaux ou tous les établissements de soins sont en fait des entreprises de production de soins, exactement comme une entreprise industrielle ou commerciale. Et donc, il s'agit de gérer un budget et les entreprises de santé, qu'elles soient publiques ou privées, sont en phase d'une concurrence publique-privée. Il existe aussi dans le domaine, quand on parle d'économie de santé, la notion, les médecins ont affaire à des patients qui finalement sont des clients particuliers. C'est ainsi qu'on parle de patientèle. Donc les patients ont des droits, ils ont des devoirs, ils expriment aussi des besoins. Et l'accès aux soins, en fait, présente des aspects éthiques, mais aussi des aspects sociaux. L'économie de santé doit être vue aussi dans une vision systémique, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à une adéquation entre l'offre de soins et la demande de soins de la population. Et l'économie de santé intervient dans un système économique et social qui est à l'origine lui-même complexe. Quelques définitions sur l'économie de santé. C'est l'étude de la manière dont les individus, les groupes et les sociétés vont utiliser les ressources financières, les ressources humaines, les infrastructures, c'est-à-dire tout ceci sont des ressources rares, dans le but de satisfaire les besoins de santé qui sont illimités de la population et qui sont en fait grandissants. Les besoins de santé augmentent aussi bien avec la démographie de la population qu'avec les nouvelles maladies et les nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques. En fait, l'économie, c'est la science du choix. Comment se mettre dans la situation sanitaire ou l'état de santé le plus satisfaisant, donc la situation la plus satisfaisante pour être dans le maximum de bien-être
sans faire des choix économiques les plus chers. Donc, comment améliorer au maximum le bien-être tout en dépensant le moins possible? C'est exactement comme ce que ferait un père de famille. Comment améliorer le bien-être de la famille sans faire des dépenses époustouflantes? Cependant, l'économie présente, et notamment l'économie de santé, présente des contraintes. D'abord, la notion de rareté. Les ressources sont limitées. Il n'y a pas beaucoup de budget, en définitive, qui atterrit dans les hôpitaux. Mais à côté de ça, on ne trouve pas toujours les médecins spécialistes qu'il faut, les médecins généralistes, les paramédicaux, les techniciens, les administrateurs, les agents spécialisés qui peuvent travailler. Et puis ça coûte cher de les financer et de les payer. Et aussi la notion de besoins qui sont de nature illimitée. On a de plus en plus besoin de nouveaux types de soins. Il y a de plus en plus de maladies. Les populations vieillissantes demandent demandent des soins de plus en plus nombreux et de plus en plus spécialisés. Et en fait, chaque fois qu'un besoin est satisfait, il crée un nouveau besoin. Exemple, quand devant un cancer du sein, une femme subit une mastectomie, elle subit une chimiothérapie, voire une radiothérapie. On dit qu'elle est sauvée, qu'elle est en phase de guérison, mais après, il faut absolument envisager la reconstruction mammaire et puis le suivi psychologique. Donc, chaque fois qu'on a satisfait un besoin, ceci crée un nouveau besoin. Donc, tout le problème qui se pose pour les économistes, c'est comment concilier des ressources rares et des besoins illimités. Et ceci, il faut multiplier à l'échelle de l'ensemble de la population. Donc, les contraintes d'économie de santé sont des préoccupations permanentes des pouvoirs publics parce que les dépenses de santé augmentent bien plus rapidement que le revenu du pays. Il y a de plus en plus, ne serait-ce que des besoins en médicaments. La facture du médicament coûte cher pour les États comme l'Algérie qui importent l'essentiel de ces produits pharmaceutiques. Et c'est ne serait-ce que cette facture du médicament, voire l'ensemble des soins, des dépenses de santé, augmente bien plus vite que les revenus en hydrocarbures pour ce qui est de l'Algérie. Une autre contrainte, c'est qu'il est difficile de mesurer le produit de santé. Est-ce qu'on sait vraiment calculer combien coûte la prise en charge d'un diabète sur du long terme, par différents spécialistes, différents services, différents médicaments, différentes analyses? On ne sait pas. On ne sait pas évaluer le produit de santé et puis considérant le niveau de satisfaction des malades qui est différent d'un patient à l'autre. Et puis, on se trouve dans une logique au niveau de l'État. Il y a des besoins des malades, mais il y a aussi des besoins en santé publique pour l'ensemble de la population. Donc, le produit de santé, il est assez difficile à élaborer. Et puis, on arrive à interpréter difficilement le passage de la microéconomie, c'est-à-dire de l'économie qui est réalisée au niveau d'un établissement de santé, d'un CHU par exemple, à la macroéconomie, c'est-à-dire à toute l'économie de santé qui est faite à l'échelle du territoire national. Il est difficile de faire les liens, les additions, dire combien coûte la prise en charge d'une l'ablation de la vésicule biliaire en Algérie. On ne sait pas le calculer. On ne sait pas faire ce calcul. Toujours dans ces contraintes, en définitive, l'objectif de la santé est incompatible avec l'objectif de l'économie. L'objectif de l'économie consiste à dépenser le moins de budget possible, mais l'objectif de la santé, il est
il est budgétivore, il consomme de plus en plus de moyens financiers et de moyens humains. Il est incompatible avec la définition de l'OMS, qui dit que la santé, c'est le complet état de bien-être physique, moral et social. Et donc, ce complet état de bien-être physique, moral et social, il implique un maximum de dépenses. En définitive, nous ne pouvons pas atteindre la santé idéale. On est passé à quelque chose peut-être de plus pragmatique. Comment arriver à la bonne santé sans être dans la santé idéale, sachant qu'on ne peut pas réaliser avec le moins de ressources la santé idéale pour l'ensemble de la population. Et puis, et donc l'économie de santé utilise beaucoup la démarche et les éléments de la démarche épidémiologique, ces éléments-là, qui sont les éléments de morbidité, de mortalité, d'incidence, de prévalence, en fonction de ces données, l'économiste peut moduler ses dépenses. Et donc, pour les économistes, il s'agit de faire des choix difficiles avec des objectifs de santé qui sont croissants, mais de ressources de plus en plus rares. Quelles sont les particularités, les limites de la santé? Finalement, l'acte médical est un bien de consommation à même titre que si vous achetez une maison, un véhicule ou un frigo. C'est juste que ça se passe dans un domaine assez particulier, la santé humaine, la vie humaine, et que la décision ici échappe au consommateur. Ce n'est pas le patient qui va prendre les décisions, c'est le médecin, l'équipe médicale. Ici, le producteur de soins, c'est-à-dire le médecin ou l'équipe médicale, va dominer le consommateur. C'est lui, surtout dans nos sphères, dans notre hémisphère, c'est le médecin qui prend la décision d'opérer, de traiter, de surveiller. C'est lui. Et donc, le patient ne fait que suivre. Et donc, mais quand les choix thérapeutiques ou diagnostiques sont faits, est-on sûr du résultat? Il reste toujours dans le domaine de la santé, il y a toujours des incertitudes. On n'est pas sûr que l'intervention ou le traitement vont réussir à 100%. Il existe beaucoup d'incertitudes, aussi bien sur les résultats thérapeutiques ou diagnostiques que sur les dépenses. On ne sait pas combien de dépenses cela va coûter. Et qui a le monopole de ce type de soins. Donc, on va voir comment les approches médicales, épidémiologiques et économiques sont chacune spécifiques, mais en fait, elles se rejoignent, elles sont complètement complémentaires. Le médecin va s'intéresser au malade, qui est son cas, tandis que l'épidémiologiste va regarder la maladie dans la population, et l'économiste, son objet, ce sont les ressources financières. Quel est le but du médecin? C'est d'arriver à prendre en charge un patient, le traiter pour obtenir sa guérison. Le but de l'épidémiologiste, c'est de connaître l'ampleur de la maladie dans la population, comment elle se répartit, quels sont les groupes à risque, donc faire une analyse pour proposer une analyse étiologique, une analyse descriptive, pour ensuite proposer des plans d'action de prévention à une échelle communautaire. L'économiste, lui, va se poser la question comment utiliser les ressources, quelles sont les performances et comment utiliser ces ressources de manière les plus rationnelle possible. Quelles sont les méthodes ou outils utilisés? Le médecin va utiliser le diagnostic clinique, l'examen clinique, l'anamnèse. Il va faire des examens complémentaires, il va donner des traitements, il va opérer, il va utiliser des techniques thérapeutiques et pour ceci, il va souvent devoir hospitaliser le patient. L'épidémiologiste, lui, va utiliser les informations qui existent, les statistiques de routine, il va faire des enquêtes, il va à partir de ceci analyser les données
et proposer des plans et programmes, et plans d'action et des programmes de santé. L'économiste, quant à lui, va aussi faire des enquêtes, il va faire des analyses de coûts, il va faire des analyses financières et il va proposer des recommandations économiques. Quels sont les résultats? Pour le médecin, c'est est-ce qu'il y a une guérison? Est-ce qu'il y a une rémission? Est-ce qu'il y a des complications? Est-ce qu'il y a des décès? En fait, l'objectif du médecin, c'est d'arriver à la guérison de son patient. L'épidémiologiste, il faut absolument pour lui qu'il baisse la morbidité liée à une maladie et il faut qu'il baisse la mortalité et qu'il améliore l'état de santé. Pour l'économiste, un bon résultat, c'est avoir une bonne utilisation, la meilleure utilisation des ressources financières et humaines, mais aussi avoir des programmes économiques qui sont performants avec le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure efficience possible. On va revoir ici une relation qui existe entre la santé, l'économie et le développement. Quand la santé, ici on est dans un cercle infernal, comme il pourrait s'inverser dans un cercle vertueux, une population en mauvais état de santé ne va pas être productive. Donc les niveaux de production et de services seront faibles, ce qui va diminuer les revenus, ce qui va diminuer l'accès aux soins et la consommation des soins par la population, ce qui va aggraver le mauvais état de santé de la population et aggraver les déficits de revenus. Ici, nous sommes dans un cercle vicieux ou infernal. À l'inverse, le cercle vertueux, une population qui présente un bon état de santé, elle a des bonnes aptitudes à travailler et produire des richesses, donc il va augmenter les revenus. Quand on augmente les revenus, on augmente l'accès aux soins et la consommation de façon générale, et ce qui va augmenter l'état de santé et encore augmenter l'aptitude à la production. Donc ici, on se trouve dans un cercle vertueux, c'est l'idéal. Comme on peut dire d'une autre manière, c'est que l'argent amène l'argent. Quel est le modèle économique de la santé? Donc l'État est central dans ce système. Elle a en face d'elle les consommateurs qui sont la population. Elle a en face d'elle les entreprises de soins comme les établissements de santé, les entreprises de santé qui sont ou des prestataires publics comme les CHU et les EPSP, ou les prestataires privés qui sont des cliniques ou des cabinets médicaux. Et donc, il existe une interaction des consommateurs avec l'ensemble des prestataires publics et privés. Et donc, l'État est en face de tout ce beau monde et c'est l'État qui doit assurer la régulation. Mais qui fait le lien en termes de dépenses entre les consommateurs et les entreprises de santé? Eh bien, ce sont les assurances ou publiques ou privées. L'approche économique dit que la production de santé, quand on examine les services de santé, donc la production des biens de santé, c'est le fait d'acteurs professionnels qui vont agir ou individuellement, par exemple un cabinet médical, ou collectivement, cabinet de groupe, ou alors au sein d'institutions comme les hôpitaux ou les cliniques. C'est exactement un système économique comme un autre. La production de santé, ici on ne va jamais compter les ménages, quand les mamans vont soigner leurs enfants, les soins prodigués à l'intérieur des ménages ou prodigués par la médecine traditionnelle, c'est un domaine qui est complètement exclu de
l'approche économique. Quelles sont les théories de la production? D'abord, il n'y a pas de barrière à l'entrée du marché de soins. Les patients sont libres d'aller ou dans le secteur privé ou dans le secteur public ou collectif ou individuel. Et il existe en fait une concurrence, comme dans tous les marchés, il existe une concurrence meilleur rapport qualité-prix, où on va aller voir le cabinet médical ou la clinique ou l'hôpital qui soigne le mieux ou qui soigne le mieux et le moins cher. Il faut savoir aussi que dans ce marché de soins, il y a toujours des profits, notamment quand on se trouve dans le domaine de la médecine libérale. Et l'objectif, c'est d'optimiser le bénéfice dans le domaine, l'idéal aussi dans le secteur public, mais c'est essentiellement dans le secteur libéral, tout en réduisant les coûts de production des soins. Alors, que veut dire coût, prix et tarif? Le coût, c'est l'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un service de santé ou un bien de santé. C'est l'ensemble des dépenses. Il y a combien l'hôpital a payé de médecins, de gardiens de nuit, d'agents de sécurité, des ambulances, du matériel, des médicaments, des réparations. Ça, c'est le coût. Le prix, c'est la valeur monétaire qu'on a attribuée, qu'on paye pour acheter un bien de santé. Combien je vais payer pour avoir un examen radiologique? Ça, c'est un prix. Et le prix, il dépend de l'offre et la demande. Plus la demande est importante, plus la demande d'un soin est importante, d'un service de santé, plus son prix va être élevé, mais parce qu'il existe de la demande. Donc, c'est une conjonction entre l'offre et la demande. Plus l'offre est importante, plus le prix va baisser. Et par contre, le tarif est fixé par l'État pour des raisons soit économiques, soit pour des raisons d'équité ou alors sociales, pour faciliter l'accès de la population aux biens de santé, aux services de santé. Exemple, le tarif qui a été fixé en médecine générale dans le secteur public, médecine générale 50 dinars et médecine consultation de médecine spécialisée 100 dinars sont des tarifs fixés par l'État ou des subventions dont l'objectif c'est d'améliorer l'accès aux soins pour la population, pour ceux qui en ont le moins. Alors, il existe des coûts, quand on regarde au niveau de l'hôpital, il existe des coûts fixes qui ne varient pas avec ce qu'on a produit. C'est-à-dire les salaires et les assurances dans un hôpital sont les mêmes. L'hôpital payera annuellement ou mensuellement les mêmes assurances. Qu'on ait fait 10 interventions ou 500 interventions, mais les salaires ne changent pas. Mais il existe aussi des coûts variables qui vont dépendre des quantités produites. Par exemple, si on a eu plus de malades, si on a eu une épidémie, si on a une épidémie, forcément, on va dépenser beaucoup de médicaments, beaucoup de solutés, beaucoup de dépenses de carburant, beaucoup d'examens biologiques et de radiologie. On va payer des primes. Regardez, dans le Covid, l'État a été obligé de payer des primes au secteur de la santé, mais tout ça ce sont des dépenses qui changent en fonction des pathologies, de la fréquence des pathologies et puis par exemple des épidémies. Et donc, le coût variable moyen, c'est donc tous ces coûts que divisé par le nombre d'examens. Imaginez que vous avez, au cours d'une épidémie, comme par exemple le Covid, un hôpital qui a pris en charge 6000, par exemple, au cours d'une période, il a pris en charge 6000 cas de Covid, qui les a hospitalisés. C'est autant de médicaments,
de moyens de soluté, de gaz médicaux, et donc de déplacement d'ambulance, à ce moment-là, de carburant, des analyses biologiques. Donc, c'est tous ces coûts divisés par les 6000 cas observés. Donc, c'est le coût variable moyen. Et le coût total, eh bien, c'est l'ensemble des coûts fixes et des coûts variables. Exemple, on va regarder dans une hospitalisation, un patient qui est hospitalisé pendant une semaine, il va consommer des coûts fixes en vert qui sont identiques, c'est-à-dire les salaires des médecins, des paramédicaux et des agents. Mais en même temps, il va consommer des coûts variables qui vont se matérialiser sous forme de bilan essentiellement, et peut-être de carburant s'il est déplacé à droite et à gauche pour effectuer des examens. Et donc, ça va être essentiellement au début. Les coûts variables seront plus importants au début, puis ça va diminuer, ça va se stabiliser, et ensuite les bilans de sortie. Donc, les coûts variables sont extrêmement fluctuants. Donc, imaginez par exemple des entreprises où il existe différents nombres de salariés, de 1 à 6 salariés. Exemple, l'entreprise 1 va faire 10 actes, mettons 10 extractions dentaires. Donc le prix moyen, ça va être donc ça va être 10. La production moyenne, elle est de 10 parce que votre salarié, il aura fait durant, par exemple, la même période, 10. Mais une entreprise avec 2 salariés qui va faire 28 extractions dentaires. Donc la production moyenne, elle est de 28 que divise 2, 14, et on invente. Imaginez, la production ici, elle est de 0, avec des coûts fixes de 50, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, c'est toujours la même chose. Qu'il n'y a pas de coût variable parce qu'on n'a pas travaillé, donc le coût total devient toujours 50. Mais quand on a fait par exemple 10 extractions dentaires avec le même coût fixe de 50 et que des coûts variables, les dépenses de médicaments, d'anesthésiques, ça nous donne 40 unités, et donc le coût total est de 90. À chaque fois, en fonction de la production, le coût fixe, on additionne le coût fixe avec le coût variable et on obtient le coût total. Maintenant, les coûts fixes. Le coût fixe moyen, c'est le coût fixe que divise la production. Par exemple, les salaires. Si, si par exemple j'ai 50 unités de salaire pour 10 extractions dentaires, le coût fixe pour une extraction dentaire devient 50 que divise 10. Et le coût variable moyen devient 40 que divise 10. Et le coût moyen de l'extraction dentaire ici devient le total, c'est-à-dire 90 que divise 10. Et on invente tout. Le coût moyen de la consultation, c'est en fait le coût fixe par unité additionné avec le coût variable,
et donc ça va vous devenir le coût moyen. Quelle est la différence entre subvention, c'est quoi le coût, le prix et le tarif? La subvention, c'est l'État qui finance une partie de sa propre caisse pour améliorer l'accès aux soins. Donc, c'est un financement par l'État de façon partielle, voire totale des fois, pour améliorer l'accès aux soins. Donc, le prix et la subvention, ce que je disais, c'est tout à l'heure, c'est le tarif. Le prix ou le coût sont supérieurs, donc, en réalité, le prix et le coût sont supérieurs au tarif ou à la subvention. Quand est-ce qu'on aboutit à l'équilibre budgétaire? On aboutit à l'équilibre budgétaire quand le prix va couvrir toutes les charges. Donc, mais on ne fait pas de bénéfice. Ici, le prix égale le coût. On fait une marge quand on se trouve surtout dans le domaine libéral où le producteur de soins, notamment c'est-à-dire le médecin libéral, qui va réaliser un bénéfice. Et c'est donc un prix lucratif. Et le prix affiché que va payer le consommateur est supérieur au coût. Par contre, vous pouvez avoir un scénario négatif, c'est que l'activité est une activité à perte, elle est maintenue par les subventions, et donc le prix qui est payé par le consommateur est inférieur au coût. Et donc, ça nous ramène au tarif. C'est essentiellement les hôpitaux qui ont ce scénario négatif, la différence étant payée par l'État. Quel est le seuil de rentabilité? Les producteurs de soins sont en grande partie des producteurs à but non lucratif. C'est essentiellement le secteur public dont l'objectif n'est pas de faire des profits, mais l'objectif c'est de faciliter l'accès aux soins. Mais l'idéal, en réalité, c'est d'avoir que les recettes, c'est-à-dire les rentrées d'argent, soient égales aux dépenses totales, ce qui arrive rarement dans nos hôpitaux qui sont plutôt déficitaires. Si les recettes totales sont égales aux dépenses, donc on est dans un système d'équilibre de rentabilité. Si les coûts totaux sont inférieurs aux recettes, les coûts totaux des prestations sont inférieurs aux rentrées d'argent aux recettes, on est dans la situation du bénéfice, ici c'est le système libéral, ou si les coûts totaux sont supérieurs aux recettes, on est dans un système déficitaire, et c'est essentiellement le cas des hôpitaux de chez nous. Alors, nous allons ici essayer d'analyser les coûts. Si vous avez des ressources qui vous permettent de financer un seul programme, quel programme vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir d'éviter 150 cas de cardiopathie pour sauver 150 vies humaines? Est-ce que vous allez sauver 1000 enfants par année de la diarrhée ou baisser le taux de natalité? Donc l'analyse économique va nous aider à prendre des décisions pour voir comment allouer les ressources. D'abord, l'analyse coût-efficacité. L'objet, c'est d'être dans l'efficacité économique. On va comparer les programmes et les traitements et mettre à côté, ça va coûter combien en unités monétaires et quels résultats ont été obtenus en unités sanitaires. On va définir le programme ou alors l'intervention médicale, on va calculer les coûts, calculer les résultats, donc ça c'est l'affaire de l'épidémiologiste, et puis faire les diffusions, appliquer des règles en faisant les rapports. Exemple, coût-efficacité d'un traitement préventif. Quel choix nous allons faire et pourquoi? Voici le traitement A qui va nous coûter 500 $ par exemple, qui va nous permettre de prévenir 10 cas de malades. Ça veut dire que le ratio pour prévenir un cas,
ça va nous coûter 50 $ par cas. Pour prévenir un cas, il va falloir débourser 50 $. Dans le traitement B, 1000 que divise 13, le coût étant de 1000 $ au total, pour 13 cas prévenus, ça va nous coûter 77 $. Et regardez, le traitement C va nous coûter 100 $ pour prévenir un cas. Forcément, nous allons choisir le traitement le moins cher qui va nous permettre de prévenir, d'obtenir le même résultat. Donc, nous allons choisir ici le traitement A qui nous coûte le moins cher. L'analyse coût-avantage ou coût-bénéfice qui rapporte l'objet et résultat au coût, c'est la même chose, les étapes sont identiques à la précédente, mais on va comparer la situation nette sur le plan financier. On va faire plusieurs approches par capital humain, ça veut dire le salaire, les assurances vie, on va calculer les primes, les décisions de justice, on va calculer les taux d'IPP. C'est assez compliqué. Maintenant, quels sont les indicateurs? Quel indicateur? Comment il est difficile d'évaluer le résultat de la santé et comment mesurer le résultat santé? Globalement, on va mener des études épidémiologiques pour dire quel est le taux de mortalité infantile, si on a fait un programme pour les enfants, quelle est l'espérance de vie à la naissance. Ce sont des indicateurs à ce moment-là très globaux. Le taux d'occupation de lit, mais on ne sait pas faire ici on n'intègre pas les indicateurs de satisfaction et justification scientifique. Ici, on va travailler avec les années de vie perdues qui sont devenues les indicateurs phares en termes d'analyse de coûts, sachant que la mort étant considérée comme une perte d'années de vie et la guérison comme étant un gain d'années de vie. Et plus les individus vont décéder précocement, plus l'État va perdre de l'argent. Regardez les années de vie perdues selon certaines causes de maladies. Les maladies cardiaques, la mortalité précoce est de 10 ans, pour le cancer 15 ans, les attaques cérébrales pratiquement 10 ans, la pneumonie 10 ans, les accidents de voiture très jeunes, 42 ans, et les homicides 41 ans. Et donc les concepts ont beaucoup évolué et vous allez voir que on va parler de l'année de vie en bonne santé ou ABS, les années de vie corrigées par la qualité, c'est les indicateurs QALY, les années de vie corrigées de facteurs et d'invalidité, c'est les AVCI. Donc il existe des calculs extrêmement difficiles qui sont concoctés entre épidémiologistes et économistes pour voir quels sont les programmes qui permettent d'améliorer maintenant l'année de vie corrigée des facteurs. Combien d'années on peut vivre sans invalidité, ce qui revient moins cher pour l'État. En fait, quelle est la relation entre demande et besoin de santé? Les patients et les médecins sont de part et d'autre d'une barrière. Ce sont des acteurs différents qui ont des perceptions différentes. Qui définit le besoin? C'est le médecin qui définit le besoin. Parce que le patient n'est pas un consommateur de plastique, c'est pas celui qui va acheter un frigo ou une voiture. Il va venir exprimer un besoin de santé, mais c'est le médecin qui va le redéfinir dans une certaine nosologie. Donc la détermination des besoins vient du ressort des professionnels, elle est fondée sur des déterminants qui sont la morbidité selon le sexe et l'âge, selon les facteurs économiques, les revenus, les prix, quel choix thérapeutique, quel choix diagnostique on va faire, et aussi des facteurs psychosociaux. Si on choisit d'hospitaliser le malade ou qu'on préfère le garder à la maison, c'est pour qu'on soit sûr s'il est capable de suivre son traitement à domicile, s'il a les moyens de le suivre, le niveau d'instruction suffisant. Des fois, on est obligé d'hospitaliser un patient parce qu'il n'a pas le niveau économique ou le niveau intellectuel suffisant pour le suivre à domicile. Il habite peut-être très loin, son mode de vie ne lui permet pas de respecter les choix thérapeutiques. Donc, c'est le médecin qui fait tous ces choix.
Maintenant, qui finance la santé? Et comment? Donc, à partir des objectifs assignés au système de santé, quel est le niveau optimal de financement par rapport au système économique en général? On se pose les questions, voilà les questions à se poser. Quelle est la part du secteur privé et du secteur public dans le financement de la santé? D'où proviennent les sources de financement? Est-ce que c'est les ménages qui financent? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Est-ce que c'est les employeurs? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est avec ses impôts? Est-ce que c'est les taxes? Certaines taxes, par exemple taxe hydrocarbures, qui contribuent au secteur de la santé en Algérie? Est-ce que c'est les dons, comme ça se passe dans les pays en Afrique, Comment est organisée la couverture du risque? C'est-à-dire, comment fonctionne le système de sécurité sociale? Est-ce qu'il prend en charge 80 est-ce qu'il contribue à 80% du risque ou 100% ou seulement 50%? Quelles sont les modalités de financement? Qui finance à quelle hauteur? Et comment est-ce qu'on va rémunérer les producteurs de soins? Est-ce qu'on les rémunère? Par exemple, les médecins sont-ils payés à l'acte ou sont-ils payés de façon forfaitaire? Et comment est-ce qu'on va évaluer les performances de santé et les performances des médecins? Les performances des médecins, c'est est-ce qu'ils font beaucoup d'actes ou est-ce qu'on va les évaluer sur obtenir les résultats? Par exemple, les performances, si on fait des traitements dans le domaine du cancer, est-ce qu'on va évaluer sur combien de chimiothérapie et de malades vous avez pris en charge, ou alors sur quel est le taux de survie dans votre patientèle? Les sources de financement, d'abord, c'est l'État le rôle de l'État est primordial parce que considérant que c'est une dépense d'utilité publique, il est important que l'État prenne en charge la santé de sa population pour avoir une population en bonne santé, capable de produire des richesses et donc de productivité. Il y a aussi des financements privés qui proviennent des ménages ou indirectement qui proviennent des employeurs et puis même des associations caritatives qui vont aider le système de santé et l'accès aux soins. Ça va alléger la charge de l'État, ça va en tout cas alléger la charge de l'État, mais ça peut contenir des aspects négatifs. Il va y avoir les personnes exclues, ceux qui ne travaillent pas, donc pas d'employeurs pour payer pour eux. Et puis des inégalités dans l'accès aux soins. Les riches vont pouvoir accéder parce qu'ils ont les moyens ou parce qu'ils ont des employeurs pour payer, mais les pauvres ne peuvent pas accéder aux soins. L'assurance maladie fonctionne sur le principe de solidarité. La pompe aspirante refoulante qui absorbe des cotisations des employeurs et des cotisants et qui les redistribue sur les cotisants, mais aussi d'autres groupes sociaux. Il existe aussi des sources externes qui sont les aides et les dons d'organismes gouvernementaux tels que l'UNICEF qui aide par exemple, qui achète des vaccins pour les pays qui n'en ont pas, et puis des associations caritatives qui prennent en charge telle ou telle maladie ou tel type de bilan. Quels sont les critères d'évaluation du financement? D'abord l'équité. Est-ce que la mise en place du système de santé et du financement de la santé permet à l'ensemble de la population d'accéder aux services de santé d'une même qualité? Et donc, c'est l'équité qui permet d'avoir en définitive le même niveau de santé pour l'ensemble de la population, qu'il soit riche, pas riche, jeune, vieux, pauvre, instruit, pas instruit. Donc, le financement public du système de santé ainsi que l'assurance maladie concourent à améliorer l'équité, l'accès aux soins pour tous. L'efficacité du financement, il faudrait que
trouver l'équilibre entre les financements privés et la sécurité sociale pour couvrir tous les besoins de santé, mais aussi les financements publics qui souffrent malheureusement d'un de, de problèmes tels que la bureaucratie, d'absence de transparence, de la reddition de comptes. On ne sait pas évaluer et on ne sait pas qui travaille le plus, qui travaille le moins. En fait, on évalue tout le monde de la même manière et on rémunère tout le monde de la même manière, que les gens travaillent beaucoup ou pas du tout. Et un des problèmes du financement en santé, c'est de le fait qu'il soit pérenne. Mettre en place un programme de santé, ça ne veut pas dire qu'il va durer tout le temps. Il va y avoir des moments où il va souffrir d'un manque de budget, où les maladies vont augmenter, on n'aura pas suffisamment de budget, ou par contre ça va baisser, les maladies vont baisser et donc il va falloir ajuster les budgets qui sont attribués. Donc un bon système de financement doit continuer, assurer la continuité des soins et des programmes, ne pas les remettre en cause en termes de crise quand il y a une crise sociale ou une crise économique. Parce que le problème, c'est quand il existe des crises économiques et sociales, des crises économiques, les coupes budgétaires de l'État vont essentiellement survenir sur des aspects sociaux comme la santé ou l'éducation. Quand les personnes, les familles ou les ménages manquent de revenus, ben, ils ne vont pas beaucoup voir le médecin, ils ne vont pas beaucoup acheter de médicaments. Et voilà ce qui va baisser leur niveau de santé. Je vous remercie.